Ok, merci. Alors, je vais commencer par être un garçon poli en disant merci à l'Association des profs de français de Russie de m'avoir invité. Et donc, le thème de ma présentation, c'est susciter l'envie et maintenir la motivation pour apprendre le français aujourd'hui. Alors, je vais me présenter. Donc, vous n'avez pas besoin de ma photo, vous m'avez en direct. Je m'appelle Clément Gabriel Demio. Et qui je suis? Alors, je suis professeur de français et directeur d'un centre de langue qui est situé à Moscou, qui s'appelle le Quartier français. Quant à ma formation, j'ai obtenu un master de recherche en sciences du langage l'année dernière, avec mention très bien à l'Université de Rouen, un diplôme d'AF de l'Alliance française avec mention bien pour l'enseignement du FLE, et je suis également formé à l'approche neurolinguistique ANL pour l'enseignement des langues étrangères, que je pratique dans mes classes depuis 3 ans et dont je ferai référence à un moment dans ma présentation. Et j'ai aussi un diplôme pour l'enseignement de l'anglais. Voilà, si vous voulez consulter mon profil, Anna vous donnera les liens à la fin de la présentation. Ok, alors on avance. Un petit plan. Alors, une seconde, j'essaye de modifier quelque chose. Je ne peux pas, c'est pas grave. Alors, on va déjà passer en revue les représentations qui sont liées à la langue et à la culture française, avant de découvrir dans une deuxième partie comment ces représentations peuvent créer une forme de motivation toute particulière dont le but est l'épanouissement personnel. Puis, nous allons nous inspirer des conseils d'un expert de la motivation en classe de langue pour savoir comment stimuler ce désir d'apprendre et garder l'étudiant impliqué dans son développement linguistique et culturel. Cette série de conseils va également faire ressortir des lacunes dans les méthodologies et les pratiques de classe, et nous allons voir quelles en pourraient être les causes. À la suite de quoi, nous formulerons des hypothèses pour comprendre les insuffisances des propositions de cours, et enfin, nous proposerons quelques suggestions pour améliorer l'enseignement du français, rien que ça, et inspirer davantage les apprenants à s'intéresser à la culture francophone. Alors, l'influence des représentations. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est une représentation? Alors, j'ai essayé de trouver une définition simple d'une notion complexe, mais pour être honnête, j'y suis pas parvenu. Donc, selon le sociologue Jodelet, la représentation sociale, c'est une forme de connaissance socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. Voilà, donc je vous avais dit, c'est pas très parlant. En d'autres termes, une représentation, c'est une vision simplifiée de l'autre. C'est une connaissance spontanée et naïve qui s'oppose à la rationalité du savoir scientifique. Le groupe humain dans lequel circulent les représentations s'approprie ce qu'il considère comme une réalité, mais qui en fait s'avère être, au moins en partie, une fiction. Alors, quelles sont les représentations sur la langue française, la France et les Français? On va passer très vite là-dessus. Et il faut savoir que quand j'évoque ici les représentations sur la langue, je parle uniquement de la variété du français, tel qu'il est parlé en France. La France ne peut pas englober les représentations sur les autres pays de la communauté francophone, mais il faut bien restreindre le champ de notre étude aujourd'hui. Et donc, on va s'en tenir à la France et aux Français. Et bien qu'il existe des nuances, il y a quand même une sorte de consensus sur ces représentations. Alors, la langue française, c'est une langue élitiste, noble, difficile, c'est une langue de filles, c'est la langue de la culture, c'est la langue de la diplomatie, c'est la langue des arts et des sciences. Et la France, qu'est-ce que c'est? C'est le pays des droits de l'homme, c'est une culture de qualité, un pays où il fait bon vivre, c'est une terre d'accueil. Et les représentations sur les Français sont romantiques, les Français sont arrogants, les Français aiment parler de politique, les Français sont des intellectuels, les Français sont des lâches pour les Américains. Donc tous ces stéréotypes jouent sur la construction d'une image, d'une représentation, comme on dit, qui peut éventuellement donner envie ou non d'apprendre la langue d'un groupe donné. Voilà. Deuxième partie. Je vous ai dit, non, je ne vous l'ai pas dit, mais je vais aller très vite. Donc, on va se pencher sur un exemple en se basant sur l'étude de Dreyer de 2009 pour comprendre ce qui pousse et motive des étudiants à choisir le français et à essayer de le maîtriser.
Cette étude, elle a été réalisée auprès d'apprenants de français en langue optionnelle dans les universités de Taïwan, et je tiens bien à le préciser. Et Dreyer, dans son étude, il décrit un type de motivation qui est hautement lié aux représentations sur la France et les Français. Son hypothèse est que la motivation des étudiants de Taïwan est générée par un intérêt marqué pour la culture française, autant la culture cultivée, c'est-à-dire celle qui est liée aux différents domaines culturels comme la musique, le cinéma, l'architecture, l'histoire, etc., mais aussi la culture de masse, en gros le mode de vie des habitants. Cet intérêt qui est nourri, cet intérêt des étudiants qui est nourri par la représentation des Français romantiques, circule dans toutes les couches de la population à Taïwan. Et les étudiants de l'étude se déclarent sensibles à la fois à l'amour partagé ou à la représentation de l'amour partagé, qui s'oppose à la conception chinoise du mariage arrangé, à la beauté de Paris et au savoir-vivre de ses habitants, à l'image de la femme française, qui est à la fois libre et respectée, et à l'aptitude des Français à savoir discerner et créer le beau. Donc cette envie de connaître la culture, il serait lié au désir de construire un savoir encyclopédique sur la France et les Français, qui permettrait d'améliorer la qualité de leur existence, en donnant plus de sens à l'expérience sociale et individuelle, la société taïwanaise restant insatisfaisante à leurs yeux. Donc l'auteur définit ses aspirations comme une motivation qu'il nomme existentielle. Et on réalise, grâce à cette étude, à quel point l'apprentissage d'une langue et d'une culture peut être bénéfique à l'individu. Et j'insiste sur ce point. L'apprentissage d'une langue et d'une culture peut être bénéfique à l'individu. Et sur le plan didactique, et c'est peut-être le point le plus intéressant pour nous, l'auteur avance que prendre en compte ces motivations ou cette motivation existentielle, ça permet aux enseignants de comprendre les véritables besoins des apprenants et d'affiner aussi, au passage, leur stratégie d'enseignement. Et enfin, l'auteur suggère de donner une plus grande place à la culture dans les cours. La plupart des enseignants interrogés dans ce contexte taïwanais n'accordant qu'un rôle ludique et de bouche-trou à la culture dans leur programme. Donc voilà, je voulais faire une petite incursion sur cette étude pour que vous réalisiez un petit peu l'importance des représentations, ce qu'elles peuvent déclencher. Et maintenant, je vais faire le lien entre ces conseils et ceux des spécialistes de la motivation en classe de français ou de langue seconde. Et donc, on va découvrir Zoltán György, qui est peut-être le spécialiste le plus reconnu de cette discipline de motivation dans la classe de L2. Alors, pourquoi aborder le sujet sous cet angle? Parce que connaître les mécanismes de la motivation, c'est une condition essentielle pour les progrès de nos apprenants, mais aussi pour notre plaisir, en tant que professeur, d'avoir une classe impliquée et réactive. Et ces connaissances sur la motivation, elles nous permettent d'avoir une prise sur l'engouement de nos élèves pour le cours de français. On va donc se focaliser sur les dynamiques de la motivation dans la classe de langue elle-même. On va passer en revue 15 conseils de cet expert, György, et pour qu'ils aient une forme d'utilité, il est absolument nécessaire qu'à l'écoute de ces conseils, nous fassions un examen honnête pour estimer le décalage entre ces recommandations et nos pratiques de classe. Et pouvoir se situer objectivement par rapport à ces recommandations et éventuellement les implémenter dans nos classes, c'est la meilleure façon, à mes yeux, d'en tirer profit. Donc c'est pourquoi je vous demanderai, une fois que vous aurez entendu tous ces conseils, d'évaluer avec un petit sondage Zoom que je vais vous envoyer, à quel point vos pratiques sont proches de ces conseils. Et comme je dois vous informer qu'en plus des conseils, je vais donner des exemples d'applications concrètes et pratiques dans la classe, et je vais parler vite, donc je vous avertis que vous risquez d'être un petit peu noyé sous les informations. Alors, ce qu'il faudrait, c'est que vous entendiez tous ces conseils et tout ce que je vais vous dire, et vous allez vous baser sur votre impression générale pour répondre au petit sondage que je vais vous envoyer. Voilà. Alors, on avance. Donc, l'apprentissage d'une L2 en classe. Ça présente, on va en parler un petit peu, ça présente une situation unique.
en raison de la nature multidimensionnelle de la langue qu'on enseigne. Pour nous, c'est le français, mais ça peut être n'importe quelle langue. Les conseils, ils se répartissent sur 3 niveaux, qui reflètent 3 dimensions. La dimension sociale au niveau linguistique, la dimension individuelle au niveau de l'apprenant, et la dimension éducative avec la situation d'apprentissage. En classe, la langue qu'on étudie, c'est à la fois, comme on l'a vu avant, la langue de la culture et de la communauté cible, donc francophone, et toutes les représentations qu'elle implique. C'est ça la dimension linguistique et sociale. La langue, c'est aussi en lien avec l'identité et le fonctionnement cognitif et émotionnel des apprenants. Ils ont tous une conception de leurs compétences, de leurs objectifs. Ils peuvent ressentir de la confiance en eux ou au contraire de l'anxiété quand ils la parlent. Et là, on est au niveau de l'apprenant, c'est la dimension individuelle. Et dans la classe, la langue, c'est également une matière qui est enseignée selon des approches et des modalités particulières. Et là, on est au niveau de la situation d'apprentissage dans la dimension éducative. Donc, on va voir que ces conseils se répartissent sur ces 3 dimensions. On va commencer par la dimension sociale de la langue. Qu'est-ce qui pousse nos apprenants à choisir le français? Donc, on a vu qu'à travers les représentations, chaque individu a des prédispositions affectives pour une langue ou une autre, mais aussi pour tous les aspects sociaux et culturels qui lui sont liés. Il ressent également un sentiment général d'appartenance, une affiliation par rapport à une langue ou à un groupe social. On peut donc choisir le français par attrait pour la culture qui lui est associée, pour les communautés et les locuteurs eux-mêmes, mais aussi pour l'utilité potentielle de la maîtrise de cette langue. Et c'est ce qu'on nomme la motivation instrumentale. En effet, quels peuvent être les gains concrets à parler français? Obtenir un diplôme et intégrer un cursus universitaire? Obtenir un nouveau travail, un meilleur salaire? On peut stimuler la motivation des apprenants à ce niveau. Comment? On va commencer par 4 conseils avec leurs suggestions de pratique en classe. Inclure une composante socioculturelle dans le programme, en montrant des films ou des vidéos sur la France et les Français, en faisant découvrir la musique du pays. Promouvoir le contact des étudiants avec des locuteurs de la L2. Ça, c'est déjà beaucoup moins facile. En organisant des rencontres avec les locuteurs natifs, en organisant des voyages scolaires ou des programmes d'échange avec la communauté francophone, en trouvant des correspondants pour vos élèves. Développer systématiquement la compétence interculturelle des apprenants, en se concentrant sur les similitudes interculturelles et pas seulement les différences. En utilisant des analogies pour rendre l'étrange familier, en utilisant des activités d'enseignement de la culture. Et enfin, développer la motivation instrumentale dont on a parlé, en discutant du rôle que joue le français dans le monde et de son utilité potentielle pour eux-mêmes et pour leurs proches. Au niveau de l'apprenant, le deuxième niveau pour construire une motivation solide, on va parler ici des aspects affectifs et cognitifs qui sont différents pour chacun de nous et qui forment des profils distincts de personnalité. Donc, il existe 2 composantes qui sous-tendent les processus motivationnels à ce niveau. C'est le besoin de réussite et la confiance en soi. Donc, au niveau de l'apprenant, on peut stimuler la motivation si l'on développe la confiance en soi des élèves en leur faisant confiance, en les persuadant qu'ils vont atteindre leurs objectifs, en les encourageant régulièrement, en veillant à ce qu'ils fassent souvent l'expérience de la réussite et du sentiment d'accomplissement, en leur donnant des exemples d'accomplissement de personnes qui sont parvenues à maîtriser la langue. Promouvoir l'efficacité des élèves en ce qui concerne la réalisation de leurs objectifs d'apprentissage, en enseignant aux élèves des stratégies d'apprentissage et de communication, ainsi que des stratégies de traitement de l'information et de résolution de problèmes, en les aidant à développer des attentes réalistes quant à ce qui peut être réalisé dans une période donnée, en leur parlant de nos propres difficultés à nous dans l'apprentissage des langues, et diminuer l'anxiété des élèves, en créant un environnement d'apprentissage léger et tolérant dans la classe, en évitant un traitement très critique ou punitif, en appliquant des activités et des techniques spéciales pour réduire l'anxiété, en utilisant par exemple l'humour. Il est donc capital que les élèves ressentent un sentiment de réussite. C'est ce que nous dit Crookes, qui est un chercheur dans le domaine, et dans son étude de 1991,
il constate que les apprenants qui réussissent ont tendance à acquérir des attitudes positives à l'égard de l'apprentissage de la langue et de la communauté de la langue cible, alors que les apprenants qui échouent peuvent acquérir des attitudes négatives. Ça semble assez logique, mais ça a été observé au niveau expérimental. Quant aux situations d'apprentissage elles-mêmes, elles se décomposent en 3 composantes. Celles qui sont liées au professeur, qui concernent sa personnalité, son style d'enseignement, ses feedbacks, rétroaction on devrait dire, et sa relation avec les étudiants. Les composantes motivationnelles qui sont spécifiques au groupe et qui concernent la dynamique du groupe, et les composantes motivationnelles qui sont spécifiques au programme, c'est-à-dire le matériel pédagogique, la méthode d'enseignement et les tâches d'apprentissage. Alors, comment on peut motiver à ce niveau? Essayer de faire preuve d'empathie. Alors, pardon, je suis allé un petit peu vite. Donc là, on est au niveau du professeur. Donc, en tant que professeur, comment on peut faire? On peut essayer de faire preuve d'empathie, de congruence et d'acceptation. Car selon les principes de la pédagogie centrée sur l'apprenant, celle qui est en œuvre dans le CECR, il y a 3 caractéristiques fondamentales qui favorisent l'apprentissage. C'est l'empathie, qui consiste à être sensible aux besoins, sentiments et perspectives des élèves. La congruence, qui désigne la capacité à se comporter conformément à sa véritable personnalité, c'est-à-dire être réel et authentique sans se cacher derrière des façades ou des rôles. Et l'acceptation, qui fait référence à un regard positif et sans jugement, reconnaissant chaque élève comme un être humain complexe avec ses qualités et ses défauts. On peut aussi adopter le rôle d'un animateur plutôt que celui d'une figure d'autorité, d'un sergent instructeur, en établissant un rapport chaleureux avec les élèves. On peut introduire les tâches de manière à stimuler la motivation intrinsèque et aider à internaliser la motivation extrinsèque, c'est-à-dire en énonçant le but et l'utilité de la tâche, tout d'abord, en présentant les tâches comme des opportunités d'apprentissage plutôt que des exigences imposées, en projetant de l'intensité et de l'enthousiasme, en suscitant l'intérêt pour la tâche et en la reliant à des choses que les élèves trouvent déjà intéressantes ou qu'ils tiennent en estime, en soulignant des aspects stimulants ou exotiques de la L2, en attirant l'attention sur des aspects inattendus ou paradoxaux de sujets courants. Enfin, il faut utiliser un feedback motivant, faire en sorte que nos commentaires soient informatifs plutôt que normatifs, faire un retour positif sur les compétences en soulignant la valeur de l'accomplissement et ne pas réagir de manière excessive aux erreurs. Donc là, on était sur les composants motivationnels qui sont liés au professeur. On va passer à ceux qui sont liés au groupe. Par rapport à la dynamique de groupe, donc, conseil, utiliser des techniques d'apprentissage coopératif en incluant fréquemment des travaux de groupe et en évaluant les résultats du groupe plutôt que ceux de l'individu. Favoriser le développement de la cohésion du groupe et améliorer les relations entre les membres, créer des situations de classe dans lesquelles les élèves peuvent apprendre à se connaître et partager des informations personnelles authentiques, partager des opinions, des sentiments, des désirs, organiser des sorties et des activités extrascolaires, inclure dans le cours des compétitions intergroupes sous forme de jeux. Et enfin, on a les composants motivationnels qui sont liés au programme. Rendre le programme du cours pertinent en le fondant sur une analyse spécifique des besoins concrets de nos apprenants et en les impliquant dans le choix et la planification du programme. C'est important. Susciter la satisfaction des élèves en leur permettant de créer des produits finis qu'ils peuvent présenter ou exposer. On fait référence ici à la pédagogie de projet, en les encourageant à être fiers d'eux-mêmes après avoir accompli une tâche, en faisant le point de temps en temps sur leurs progrès généraux, en faisant un tableau mural de ce que le groupe a appris et en célébrant les succès. Donc voilà, toute cette masse de conseils et de recommandations, je vous avais dit de vous baser sur une impression générale plutôt qu'une analyse, parce qu'on n'a pas le temps d'analyser chaque composant. Donc voilà, je lance un petit sondage. Il y a 2 questions, c'est simple. À quel point vous trouvez ces conseils pertinents? Basez-vous sur vos impressions. Peu pertinent, assez pertinent, très pertinent. À quel point vos pratiques sont-elles en accord avec ces conseils? Peu en accord, assez en accord, très en accord. Allez-y. En moyenne, vous trouvez les résultats, les conseils soit assez pertinents, soit très pertinents. Et vous estimez que vos pratiques, en moyenne, sont assez en accord
avec 71% des gens qui ont répondu ainsi. Très en accord, donc ça c'est les professeurs exemplaires, 27%. Voilà. Alors, j'arrête le partage. Et maintenant, quelles questions se poser par rapport au décalage? Parce que on est bien sûr en droit de contester la pertinence de ces recommandations, même si personne ne l'a fait, ou presque. Il y a juste une personne qui trouvait ces conseils peu pertinents. Mais si on accepte leur bien fondé, alors on peut au moins dire que tous ces conseils ne sont pas systématiquement appliqués dans les classes. Mais ce qu'il faut bien considérer, c'est que ces conseils, ils ont été formulés il y a 30 ans. 30 ans. Alors comment c'est possible que depuis le temps, ils ne soient pas systématiquement mis en application aujourd'hui? Quelles sont les questions à se poser sur ce décalage entre les recommandations des chercheurs et les véritables pratiques de classe des professeurs? Donc, à mes yeux, et c'est ce que je voudrais aborder maintenant, ça soulève quelques questions. En premier lieu, sur la formation des professeurs. Tout d'abord, il faut relativiser notre responsabilité. Quand on enseigne, on est dépendant de la vision éducative de l'établissement dans lequel on travaille et des programmes qui sont mis en place. Et on n'a pas toujours la liberté de travailler comme on voudrait. Mais en ce qui concerne la formation, traditionnellement, on inculque souvent aux profs des connaissances sur la littérature et sur les composantes linguistiques de la langue cible. Le lexique et la grammaire, la phonétique, les aspects socialistes, j'allais dire, sociolinguistiques et culturels, etc. Mais est-ce qu'on les forme à être des pédagogues qui entretiendront chez leurs étudiants, quel que soit l'âge, du primaire, du secondaire, ou des étudiants universitaires, le désir de réussir dans leur apprentissage et de maîtriser le français? Alors, on peut bien sûr pas tout attendre d'une formation initiale, mais puisque c'est le thème de la présentation, à propos des mécanismes de la motivation, par exemple, est-ce que ce qu'on enseigne à ce sujet, c'est satisfaisant? Et qu'est-ce qu'on enseigne sur les processus cognitifs en jeu lors de l'apprentissage d'une langue seconde? Ou sur la mémorisation de l'information? Ou sur les interactions complexes des langues entre les bilingues et les plurilingues? Et sur les stratégies qui permettent aux étudiants d'être autonomes? Et sur les différentes approches à adopter en fonction de l'âge des apprenants? Et aussi, quelles sont les formations continues qui sont proposées pour maintenir les professeurs au courant des évolutions de la discipline? Je n'ai pas réponse à ces questions, et je suis sûr qu'il n'y en a pas, parce qu'il existe une très grande variété de formations pour les profs. Mais en tout cas, dans ce domaine, le champ est si vaste, en découverte, qu'il me semble important de se former constamment. Le deuxième point que ça soulève, ce décalage entre les pratiques de classe et les conseils des chercheurs, c'est la déconnexion, justement, entre le milieu de la recherche en acquisition des langues secondes et le milieu éducatif. En effet, on peut se demander combien de chercheurs sont-ils encore enseignants? Combien de chercheurs vont encore enseigner dans des classes? Et de son côté, quelles sont les possibilités pour un enseignant de visiter un laboratoire de recherche ou de questionner un chercheur en sciences du langage, en sciences de l'éducation, en psycholinguistique ou en neurolinguistique? Quelles sont ses chances? Parce que si ces disciplines sont cloisonnées, comment alors faire profiter des apports d'une discipline à l'autre? Et enfin, le troisième point que soulève ce décalage, c'est la réactivité du monde académique. Alors là, je vais parler plutôt de quelque chose de personnel. Comme vous le savez peut-être, le centre que je dirige a adopté l'approche neurolinguistique, dont j'ai déjà parlé, et que vous connaissez sûrement maintenant, pour l'enseignement du français depuis 3 ans. Et d'ailleurs, par rapport aux recommandations précédentes qu'on a vues, celles de Diornier, pour entretenir la motivation en classe de langue, je peux dire que cette approche coche toutes les cases. Mais au-delà de ça, l'ANL a fait l'objet d'études scientifiques rigoureuses qui ont mis en avant sa supériorité par rapport aux méthodes classiques en ce qui concerne le développement des compétences de communication à l'oral, mais aussi à l'écrit, et dans 2 contextes d'enseignement différents. Auprès du public scolaire canadien, avec des études qui ont impliqué des milliers d'élèves sur plusieurs années, et auprès du public universitaire chinois. À la fin de l'étude,
à la fin de la présentation, je vous enverrai le lien vers ce papier, vers l'étude auprès des universitaires chinois, s'ils s'en intéressent certains. Donc, on a commencé à observer des résultats probants avec cette méthode, il y a déjà 15 ans. Au Canada, l'approche est en développement constant, mais ailleurs, elle fait seulement qu'effleurer le monde universitaire. Des masters lui sont consacrés, mais l'enseignement de la langue avec cette approche n'est implanté que de façon très marginale. Alors pourquoi? J'en veux pour preuve ma lecture de cet ouvrage récent qui s'appelle Le FLE et la francophonie dans le monde, qui est sorti aux éditions Armand Collin sous la direction de Jean-Louis Schiss, qui est un universitaire de renom en France dans le monde du FLE. Alors le livre est très intéressant à bien des égards, et la dernière partie est dédiée aux méthodologies d'enseignement du FLE. Et l'approche neurolinguistique est mentionnée seulement dans les toutes dernières pages du livre, et l'auteur laisse entendre qu'elle n'est pour l'instant qu'un slogan vendeur. Et comme je vous le disais, la méthode est déjà en œuvre depuis de nombreuses années sur les 5 continents. Alors pour ma part, parce qu'on est là à évoquer les difficultés de l'enseignement, je trouve regrettable qu'un outil comme ça ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Car déjà, il permettrait aux professeurs de pouvoir appliquer tous les conseils qu'on a vus avant, et ça permettrait la recrudescence d'excellents locuteurs et de scripteurs de français. Mais malheureusement, il semblerait que ça n'ait pas attiré l'attention des universitaires français, ce que j'attribue à un manque de réactivité peut-être, qui pourrait s'expliquer dans la partie que je vais aborder maintenant. Donc comme je disais, et comme vous le savez, le thème de ce congrès cible l'enseignement du français, problèmes et solutions. Et je vais maintenant tenter de chercher une explication aux attitudes rigides ou manipulatrices qui touchent l'enseignement des langues. Donc, je vous avertis, il faudra relativiser mes propos, ils sont très subjectifs, ça ne concerne que moi et mon champ d'expérience limité. Et au vu de mes modestes compétences et mon humble statut de chercheur indépendant, qui n'a même pas de doctorat et qui n'est affilié à aucune université, je voudrais m'excuser à l'avance si je heurte la sensibilité de certains. Mais pour moi, c'est important que tous les points de vue soient exprimés pour faire avancer une discipline. Voilà. Alors, quelques obstacles à l'apprentissage, enseignement du français. Et ici, je vais partir sur une petite anecdote. Donc, un jour, je discutais avec des collègues enseignants et je partageais mon étonnement en leur disant « Mais pourquoi l'enseignement du français, ça évolue si lentement ?» ou même l'enseignement des langues étrangères. Et en fait, ils m'ont parlé d'une théorie qui m'a vraiment séduite et que j'ai pu vérifier jusqu'à ce jour la pertinence à maintes reprises. J'ai cherché sur Internet pour voir si cette théorie avait été formalisée, mais je suis juste tombé sur quelques articles de journalistes qui l'utilisaient pour leur article, justement. C'est la théorie des 3 I. Incompétence, inertie, idéologie. Mais alors comment ces 3 notions peuvent-elles entraver l'évolution d'une discipline, d'un système, d'une pensée collective ou individuelle? Alors l'incompétence. Car lorsqu'on est ignorant de certains mécanismes ou processus qui régulent un système, on est alors incapable de le remettre en question, parce qu'il nous manque justement des connaissances pour constater que quelque chose ne va pas. L'inertie. Lorsqu'un système fonctionne depuis un certain temps, même s'il produit de mauvais résultats, à partir du moment où il tourne, pourquoi vouloir l'améliorer? On a déjà des programmes d'enseignement tout prêts, des budgets attribués, ça nécessiterait des efforts, des ajustements, et entraînerait très vraisemblablement des conflits. Et troisième I, l'idéologie. Parce que se rallier à un mode de pensée qui est adopté par une majorité est réconfortant. Il faut faire preuve d'une certaine audace pour sortir des sentiers battus et construire sa propre réflexion. Donc ces 3 notions sont liées d'une certaine manière aussi, j'ai pu constater ça, et quand une est présente, on constate souvent la présence des 2 autres, du moins en partie. C'est une piste d'explication pour moi. Et maintenant, je vais aborder un autre aspect en parlant des situations où l'apprenant est client de cours de langue. Ce qui est le cas, par exemple, pour des adultes qui prennent des cours à côté de leur travail. Et il existe, selon moi, d'autres facteurs qui sont nuisibles à la réussite de l'apprentissage et à la diffusion de la langue française. Je suis moi-même dans le secteur des cours de langue privée et voilà, donc j'ai un œil là-dessus et voilà ce que j'ai pu observer. C'est que beaucoup d'offres sont du marketing avant tout. Donc ici, sur l'écran, vous pouvez voir
qu'on a une publicité pour un pack de 11 leçons seulement, après lesquelles on sera capable de comprendre facilement le français parlé, mais aussi la mentalité française, qui n'aura plus aucun secret pour nous. Donc on voit qu'on a affaire à une sorte de mensonge, de manipulation, et on constate qu'on accroche le client avec une stratégie marketing qui promet monts et merveilles du type parler couramment en français en 3 mois. Mais au final, dans ce type d'offre, seuls les apprenants les plus motivés et tenaces réussissent. Et ces apprenants, c'est ceux qui réussissent dans n'importe quelle condition d'ailleurs. Mais la majorité des gens qui se laissent tenter par ces offres, ils abandonnent, même s'ils avaient une motivation sincère au départ. Donc ici, ni les objectifs réels du vendeur de cours, ni ses compétences sont en adéquation avec ses promesses et avec le succès du client. Alors comment ça se traduit? Avec ce type de fournisseur de cours, on constate souvent chez l'équipe enseignante une formation absente ou inadaptée. Donc soit les profs ont typiquement une formation en linguistique, qui, je rappelle, et vous le savez, j'espère, ne donne pas les connaissances pour enseigner une langue. Soit on joue sur le mythe du professeur natif, qui en réalité n'a pas de connaissances pédagogiques pour enseigner sa langue et joue uniquement sur son statut de locuteur natif. C'est le cas souvent des offres de cours qu'on trouve sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Telegram. Et la stratégie de ces gens, c'est de maîtriser des outils qui permettent justement sur ces plateformes de rendre leurs publications virales. C'est le nombre de réactions qui va conférer l'expertise. Par exemple, un nombre important d'abonnés, un nombre de likes, un nombre de partages. Et le contenu vidéo qu'ils produisent est peut-être distrayant, mais quelle est sa portée didactique? Les publications sont travaillées au niveau visuel, elles sont animées, il y a des émoticônes. Et en plus, on joue sur une forme d'engagement affectif. Et ça, c'est grave, je trouve, avec les abonnés. Les abonnés qui sont d'ailleurs des gens peut-être isolés socialement. Et ils créent une sorte de relation dans laquelle ils sont des stars et ce sont eux qui sont au centre du processus. Ce n'est pas ce qu'ils ont à enseigner. Alors, ils prennent des photos de ce qu'ils mangent, de leur chat, de n'importe quoi. Il y a un autre cas de figure, c'est quand un fournisseur de cours a une méthodologie. Mais souvent, on constate que cette méthodologie, elle a l'avantage pour lui, pour le fournisseur de cours, d'être en accord avec les représentations des clients sur l'apprentissage des langues étrangères. Mais ces représentations des clients, elles sont erronées ou elles sont obsolètes aux yeux de la recherche depuis des décennies. On peut citer par exemple un enseignement vertical où on écoute les explications d'un professeur pendant tout le long du cours, des situations de communication artificielle, des exercices linguistiques mécaniques décontextualisés, un manque cruel d'interaction, le recours à l'écrit dès les premières leçons, la différenciation entre des styles d'apprentissage, visuels, auditifs, kinesthésiques. Alors pour combler les pertes dues aux abandons des élèves, c'est dans le marketing que les efforts sont déployés. Parce qu'une fois qu'on a établi une durée moyenne du temps qu'un client met avant d'abandonner, c'est alors possible de planifier un budget annuel pour des campagnes de publicité périodiques qui attireront de nouveaux clients. Mais bien sûr, dans leur communication, rien n'est fait pour rappeler les difficultés du parcours d'apprentissage, comme le fait qu'une langue s'apprend sur le long terme, qu'il faut lui consacrer du temps et garder une motivation relativement constante. Donc ces différents cas de figure nous prouvent que donner les moyens aux apprenants d'atteindre leurs objectifs, ça demande une connaissance des mécanismes complexes de la motivation, comme on a vu aujourd'hui, en adéquation avec des méthodologies d'enseignement qui sont appropriées. Alors, j'ai encore une autre anecdote à ce sujet. Un jour, j'ai vu une offre d'emploi pour travailler en tant que professeur de français au sein d'une école privée très connue à Moscou. Et moi, de mon côté, ce que je voulais, c'était rencontrer leur directeur pédagogique pour savoir comment ça se passait, l'enseignement des langues dans cet établissement. Donc, je leur ai dit assez rapidement que j'étais moi-même directeur d'un centre de langue et que je ne me proposais pas ma candidature pour un poste de prof, mais plutôt comme méthodologiste. Et en fait, j'ai eu une discussion intéressante avec la coordinatrice pédagogique de cette école. Et quand elle a écouté les principes de la méthodologie que j'utilisais, elle m'a dit: je suis personnellement convaincu, monsieur, que ces principes et stratégies d'enseignement fonctionnent mieux.
mais ils ne correspondent pas à ce qu'attendent nos clients. Business is business. Business is business. Alors, bon, au-delà du fait que si elle voulait vraiment faire du business, elle ferait mieux de trouver un autre secteur que l'enseignement des langues. Sa réaction montre qu'on est en présence d'un raisonnement purement marketing, qui consiste à se contenter de fournir au client ce qu'il demande, même si ce n'est pas bon pour lui. Je suis un peu catégorique, mais je pense que ce n'est pas loin de la vérité. En tant que médecin, comment on peut prescrire des cigarettes à un fumeur si on sait pertinemment que c'est mauvais? Donc voilà, ne pas se sentir vraiment concerné par le succès de ses apprenants ou de ses clients, c'est d'abord préjudiciable au point de vue moral, parce que l'apprenant, il vit l'échec de sa démarche comme un échec personnel, et il peut se décourager d'entreprendre toute nouvelle initiative d'apprentissage des langues étrangères. Pour citer Crookes, le chercheur spécialiste de la motivation dont on parlait tout à l'heure, Crookes nous dit « Il semble probable que les élèves qui ont connu l'échec dans l'apprentissage d'une langue seconde et attribuent cet échec à leur propre incapacité plutôt qu'à des problèmes liés au cours sont susceptibles d'avoir une faible estimation de leur réussite dans un apprentissage futur. » Donc ce type d'attitude qui consiste à rechercher des bénéfices sur le dos des apprenants, c'est tout aussi préjudiciable pour la diffusion du français, parce que chaque abandon signifie un locuteur de moins. Mais sur ce sujet, il faut aussi dire que les apprenants, ils ont une part de responsabilité, parce qu'ils cherchent généralement un type de cours qui est similaire à celui qu'ils ont suivi dans leur scolarité. Alors que pour la plupart des apprenants, les innombrables heures de cours qu'ils ont passées en classe ne leur a pas permis de pouvoir utiliser la langue avec facilité. Donc c'est là le grand paradoxe. Et pourtant, lorsqu'ils sont confrontés à une approche différente de ce qu'on leur a appris, réellement différente, certains ont tendance à rejeter sans prendre le temps d'essayer de comprendre, parce qu'ils ne sont pas capables de remettre en question ce qu'ils croient savoir de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Donc on est encore une fois face à l'influence des représentations, mais cette fois du côté des apprenants. Alors au final, rappelons que tout le monde est bien sûr libre d'apprendre avec qui il veut, de la façon qu'il le veut, de choisir son degré d'implication, de choisir de réussir ou d'échouer. Voilà. Et je voudrais aborder maintenant un autre point, c'est celui de l'utilisation massive des éternels stéréotypes sur la culture française, la France et les Français, pour attirer l'attention des clients. Donc vous savez que quand on est constamment exposé aux mêmes clichés, cette répétition va créer des associations d'idées. Alors moi, j'ai rien contre la gastronomie française. J'adore la gastronomie française et elle me manque partout où je vais dans le monde. J'ai rien contre la mode, ni contre les gens qui s'intéressent à la France pour ces raisons. Mais qualitativement, quantitativement plutôt, ces stéréotypes, ça représente qu'une infime partie du legs français au reste du monde. Et qualitativement, on observe qu'ils sont uniquement en lien avec des besoins de base, comme l'alimentation, ou à la consommation de produits de deuxième nécessité, produits de luxe, sacs, parfums, accessoires de mode, j'en passe. Donc pour moi, restreindre l'image de la France en véhiculant toujours la même chose, c'est pas seulement réducteur, mais ça prive l'individu d'autres sources de connaissances. Vous vous rappelez, avec les étudiants taïwanais et la motivation existentielle, les représentations qui circulent peuvent inspirer des individus et donner du sens à leur existence. Donc vous voyez, ici, c'est d'autres représentations, justement. C'est la France, inventeur du Concorde, du TGV, c'est Descartes, c'est Gainsbourg, c'est La Fontaine, c'est Pierre-Marie Curie, c'est Boris Vian. En tant que prof, nous sommes aussi les ambassadeurs d'une langue et d'une culture. Et il est de notre responsabilité de partager le potentiel culturel français le plus possible, et également dans des domaines plus nobles, entre guillemets. Car si la question se pose peut-être de savoir à quel point elle l'est encore, la France est un pays de grands écrivains et philosophes, d'inventeurs audacieux, d'ingénieurs avant-gardistes, de scientifiques géniaux et d'artistes incontournables. Et personnellement, je crois que c'est cette France-là dont le monde a besoin aujourd'hui. Il est possible d'espérer que si c'était ce côté qu'on mettait en avant, alors on créerait
on créerait des représentations plus riches. Et ça serait probablement plus bénéfique et salutaire que simplement toujours ramener la France à la consommation de croissants et de parfums. Donc voilà, j'en arrive à la dernière partie. Quelques propositions. Donc vous avez déjà assez reçu de conseils avec ceux de Journey pour vos cours, mais je pense sincèrement qu'on peut tous avoir une influence pour valoriser l'intérêt pour la langue française et les valeurs qui sont associées à sa culture. Et pour revenir à l'enseignement, à mes yeux, c'est important de se former en permanence. Pour ma part, j'ai choisi de créer mon centre, un centre dynamique et libre de ses choix, le quartier français. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire 2 propositions. La première, c'est une formation à l'approche neurolinguistique, en partenariat avec le Centre de neuroéducation Cifran et Olivier Massé, qui est un de ses formateurs. Ceux qui ne le connaissent pas, il interviendra après-demain dans le cadre de ce congrès. Donc, vous pourrez écouter sa conférence. Donc ensemble, on planifie l'organisation d'une formation initiale à l'approche neurolinguistique à Moscou, qui, j'espère, devrait se dérouler très prochainement. Donc, je vous invite à me contacter, tous ceux qui sont intéressés par cette formation, sur l'adresse électronique qui est sur la page du site du quartier français, ou sur me téléphoner directement, en appelant le numéro qui est sur la page d'accueil. Et la deuxième proposition, c'est de vous informer que sur notre site, on a un blog et on a aussi une chaîne YouTube qui a pour but la vulgarisation de connaissances ou simplement le partage d'informations de qualité. Donc Anna, si tu veux envoyer la liste des liens, tu peux le faire maintenant. Alors, ce que je vous disais, n'hésitez pas. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est si ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui vous a touché d'une certaine façon ou vous inspire, n'hésitez pas. On est à la recherche non seulement de profs à former, mais aussi de contributeurs qui voudraient partager leurs connaissances ou leurs expériences, en russe ou en français d'ailleurs, en vidéo ou par écrit. On a donc 2 supports, la chaîne YouTube et le blog. Et vous pouvez également nous proposer une activité linguistique ou culturelle, une intervention pédagogique de ce type, comme aujourd'hui, ou quoi que ce soit. Pensez que le quartier français peut servir de fenêtre d'exposition. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. Et voilà, j'en ai fini. J'espère que ça vous a plu, que vous n'avez pas été choqués ou quoi que ce soit. Mais j'avais vraiment besoin de dire les choses comme je les ressens. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Voici la biographie et je suis aussi prêt à discuter avec vous pendant le temps qui nous reste.